Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Moranville-Ouellette. Merci beaucoup d'être là, Alex. Bonjour Isabelle, alors, bienvenue. Tu vas tout nous dire et en 24 minutes, à part de ça. À tout savoir en 24 minutes, oui. Tout à fait. Toutes sortes de nouvelles qui sont parues aujourd'hui, dont une qui s'est écoutée et regardée également parce qu'elle était filmée, télévisée, parce que, c'est ce qui se passait au comité sur les langues officielles à Ottawa. Toute une scène qui a eu lieu à ce moment-là. On était en train d'interroger le chercheur indépendant Frédéric Lacroix, qui lui venait livrer un témoignage en expliquant que selon des statistiques piochées à même Statistique Canada, il y a un certain recul qui s'observe, là, particulièrement au niveau du français, dans les régions où on a des écoles anglophones qui sont mieux financées. Là, évidemment, j'ai pas tous les chiffres moi-même devant moi, mais on essaie d'expliquer que le financement est inégal là, ici au Québec de certaines écoles anglophones versus francophones, pourrait contribuer potentiellement au déclin du français. Puis c'est la mission de ce comité sur les langues officielles de se pencher sur ces choses-là. Sauf que ça n'a pas plu au député franco-ontarien Francis Drouin, qui a décidé de répliquer là, aux propos de M. Lacroix. Faut l'écouter, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Nous sommes 321 millions d'interlocuteurs francophones. Puis le fait qu'une université enseigne de l'anglais à Montréal, qui est un discours que j'entends depuis que j'ai 40 ans, je l'entends depuis que j'ai 1 an, qui, à cause des universités des universités anglophones, le fait qu'ils sont en train d'angliciser Montréal, vous êtes, excuse-moi là, mais vous êtes plein de marde. Puis là, je vais retirer mes plein de marde. C'est comme ça qu'il a traité. Je veux dire, c'est fou, là. T'es un député, tu interroges quelqu'un, là, vous faites venir un chercheur qui s'en vient décrire de plein de marde. C'est les statistiques de Statistique Canada, c'est pas les statistiques du chercheur elle-même, c'est à ne rien y comprendre, vraiment. Et ça n'a pas tardé, bien sûr, pour que les députés du Bloc québécois là, se portent à la défense de M. Lacroix, ont accusé, bien évidemment, là, M. Drouin de Québec bashing, de haine francophone. En plus, sincèrement, au-delà là, du gros mot puis de l'impolitesse, là, c'est quoi sa position? C'est de finalement nier ça? Mais je veux dire, est-ce qu'il vit à Montréal? Mais lui dit que c'est des propos extrémistes qui ont été tenus par le chercheur Lacroix. Mais c'est un francophone? Oui. Je comprends pas le but. Je comprends pas sa position, Moi non plus, sincèrement. Et là, du côté des bloquistes... C'est assez dur pour les franco-manitobains aussi de faire respecter le français. Là. Absolument, absolument. Puis là, lui, d'aller contester ces chiffres-là, quand on se comprend, là, si on invite quelqu'un devant un comité, c'est pour qu'il puisse livrer ses données, qu'il puisse livrer ses études. Après ça, libre aux gens du comité de débattre de la pertinence des propos, d'à quel point il faut prendre ça avec un grain de sel ou pas. Traiter l'invité de plein de marde. Et là, on va voir comment va réagir le reste du caucus libéral, parce que pour l'instant, ils ont l'air de tous se tenir derrière Francis Drouin, le député qui a tenu ces propos-là. Du côté du Bloc, on demande à M. Trudeau de demander des excuses. La bouche avec du savon. En public, en pleine chambre des communes, ça serait-tu pas beau tout ça? Non, vraiment, c'est toute une histoire quand même. Là, hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir là, de cet incident-là sur la politique fédérale, parce que... Honnêtement, moi, j'ai jamais entendu ou vu ça là, dans une commission comme celle-là. Donc, à suivre pour la suite, des propos assez durs. Merci. Ouais. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On revient au Québec parce que l'identité numérique, ce fameux projet d'Éric Kerr qui a été annoncé et réannoncé et réannoncé, mais finalement est encore tabletté et mis sur la glace. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Sincèrement, là. Ouais, parce que là, quand je parle d'identité numérique, ça fait déjà des années qu'on parle de ça. C'est l'objectif d'avoir là, tous vos documents, tout ce qui concerne là, vos papiers gouvernementaux, votre permis de conduire, que tout ça puisse se retrouver sur votre téléphone cellulaire à partir d'une application sécurisée. Évidemment, on a des enjeux de cybersécurité qui viennent avec tout ça. On veut pas que ces données-là soient disponibles pour tout le monde, donc c'est nécessaire. Mais pourquoi c'est si compliqué au Québec? Je veux dire, moi j'ai plein d'applications sur mon téléphone, j'ai mes cartes de crédit dans mon wallet, c'est sûr que c'est tout sécurisé. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais attends, fille, non, il y a rien. Un bon hacker pourrait rentrer mais de toute façon, il faut vivre un peu avec le danger aujourd'hui. Oui. Ce risque-là est un risque présent, il n'y a pas de risque zéro. Mais comment ça se fait qu'au gouvernement du Québec, on n'arrive pas
à être capable de mettre quelque chose semblable sur le marché et qui fonctionne. C'est à ne rien Après, y comprendre. Écoute, on a mis combien d'argent là-dedans? Là, Alex, c'est des centaines de millions de dollars. ben là, pas mal, parce que là, le portefeuille Québec, c'était ça qui était attendu pour 2025, qu'on vient de repousser, entre autres, une des parties de la fameuse identité numérique. C'est 105 millions de dollars, le montant auquel c'était au départ là, évalué. On ne sait pas combien ça a coûté. Il n'y a personne qui peut expliquer en chiffres combien ça a coûté jusqu'ici pour finalement ne rien avoir. Là, on se comprend, ça va être plus tard que ça va venir. On le repousse encore jusqu'au calendrier grec. Et c'est depuis 2019 là, qu'on promet aux citoyens que ça s'en vient, que d'une année à l'autre, ça s'en vient. Éric Kerr a déjà déclaré à Radio-Canada que ça serait en fonction dès 2021. C'est toujours pas fait. Là, en 2020, il avait dit non, finalement, c'est 2025. On arrive en 2024. Non, ça sera pas en 2025. Non, c'est quelque chose, sincèrement, surtout ce matin à l'émission, alors que je remplaçais Alexandre Dubé. J'ai reçu Monsieur Parent, qui lui-même est un expert en cybersécurité, PDG d'Eva Technologies, qui lui, sincèrement, il me l'a dit directement, nous, on rit d'Éric Kerr, on rit de ce ministère-là entre experts. On comprend pas comment ça peut être si complexe pour concevoir tout ça. Il n'est pas tout seul non plus, Éric Kerr. Lui, c'est le ministre. Normalement, il y a plein de monde autour là, qui sont supposés savoir quoi faire. Puis je sais qu'ils ont quand même engagé des gens aussi qui étaient compétents, mais qui n'ont pas pu garder parce qu'il y a des problèmes. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait des fonctionnaires qui faisaient vraiment blocage. Tu sais, quand tu as du monde qui travaille contre toi à l'intérieur. Mais c'est ce qui a été rapporté par plusieurs dossiers, entre autres, là, dans les pages du Journal de Montréal, qui expliquait qu'il y avait une fuite de talent au niveau du ministère de la cybersécurité et du numérique. Les bons restent pas. C'est les pas bons qui restent. Puis tout ça, alors qu'on est censé être la capitale, hein, la Mecque mondiale de l'innovation en intelligence artificielle, d'innovation en technologie. Montréal, oui. Ouais, Montréal est censé être le pôle de tout ça. On travaille fort pour, mais les cerveaux comme Yoshua Bengio, par exemple, là, c'est dans le top 100 du Time Magazine cette année. Nous bat à plat de couture. Oui, on s'entend, on n'est pas Silicon Valley, mais pour ce qui est juste des recherches sur l'intelligence artificielle, Montréal, pôle mondial, jeux vidéo Montréal. Pôle mondial, on a... Fait que donc, on aurait des ressources. On les a, les expertises, mais depuis 2022, on dit à l'interne qu'on n'en a pas, qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour ça, qu'on n'est pas capable de le faire, alors que dans les faits, ça semble être quelque chose qui est relativement simple et peu onéreux à créer. Donc, M. Kerr, lui, qui va finir par expliquer sa décision là, de repousser tout ça. Là, on parle de pas de service complet sur l'authentification avant 2028. C'est là qu'on envoie... 2028, c'est maintenant là qu'on veut que tous les services soient accessibles sur ce fameux portail d'identité numérique. L'autre problème, c'est que M. Kerr refuse toutes les entrevues avec nos collègues du bureau d'enquête de Québécois, du bureau parlementaire plutôt, parce qu'il n'aime pas la couverture médiatique. Elle n'est pas assez positive à son goût. Écoute, aujourd'hui, je devais renouveler mon permis de conduire. Fait que tu reçois ça par la poste. Oui. Puis là, je me dis, je dois bien être capable de faire ça sur Internet. Et donc, il y a une petite... Puis si tu veux recevoir ça, si tu veux payer automatiquement chaque année pour pas te bordrer avec ça, il faut que tu aies une petite case. De l'autre côté du formulaire que tu reçois par la poste, tu as une petite case. Alors, il faut que tu coches la case puis que tu renvoies ça par la poste. Ah! Pas par fax? Il n'y a même pas l'option par fax? Il y a peut-être le fax, mais moi, je n'ai pas de fax. Je ne suis pas bien équipé. Il manque ça comme équipement. T'es pas à fin de pointe de la technologie, non, il y a ça. Mais tu te dis, mais ça se peut pas. Fait que là, j'essaye d'aller. Il n'y a pas un... Je me dis, SAQ, clique quelque chose. Ça clique? Ouais. Ben non, j'écoute, c'est encore ouvert sur mon bureau. Je me dis, après l'émission, je vais continuer à essayer de comprendre comment je peux y arriver. Parce que SACLIC, on nous avait promis d'ailleurs avec SACLIC que ça allait être un système simple d'utilisation. Puis c'est censé être d'ailleurs la base de ce nouveau système d'identité numérique québécois. C'était comme la phase 1, si tu veux. La phase... Mais sinon, il te renvoie à ton institution bancaire puis tu payes genre virement Interac avec ton numéro. Mais c'est juste compliqué finalement pour rien. Il devrait y avoir un site. Il devrait. C'est censé être SACLIC, mais... c'est aussi peu pratique d'utilisation que ce à quoi on s'attendait. Merci, M. Kerr. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Toujours sur la scène politique québécoise, le ministre Pierre Fitzgibbon a réagi aujourd'hui à ce qui a été trouvé hier sur le site de Nordvolt, futur site plutôt de l'usine Nordvolt. Objet incendiaire, je le rappelle, qui était caché sous des véhicules de construction et qui, heureusement, n'ont pas eu de déclenchement de leur dispositif. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu d'explosion ou d'incendie, mais très clairement, un acte absolument dangereux qui a été dénoncé
Puis traiter, là, c'est les mots barbares qui ont été mis dans la bouche de M. Fitzgibbon aujourd'hui. Lui qui dit que c'est les barbares qu'il faut trouver et même être oui, il faut les chassés. trouver. Ouais. Oui, absolument. Parce que là, il y a l'autre question qui vient. Là. Comment ça se fait que ça fait plusieurs actes de vandalisme qui ont lieu sur ce terrain-là, dans ce coin-là, puis que la police n'est pas capable de les trouver? Là. Ça aussi, ça va devenir un enjeu assez pressant. Il n'y a pas des caméras dans ce coin-là? Il n'y a pas... Norval devrait mettre des caméras. Moi, je suis Norval, je mets des caméras. Là. Oui, c'est sûr qu'ils ont sûrement le budget aussi pour se permettre quelques caméras de surveillance. Là, quoique c'est un gros terrain quand même. Hein. C'est une énorme usine qu'on veut construire, donc ils sont peut-être pas partout, mais quand même, là... Mais tu vois, on parle d'éco-vandalisme et je trouve que, tu sais, hier, on disait éco-terrorisme. Je trouve que c'est des gros mots quand même. Là. Ouais, parce que ça pointe du doigt des écologistes. Tu sais, ça pointe... Mais on sait vraiment pas qui c'est. Là. Non. Fait qu'avant de pointer du doigt qui que ce soit, je trouve qu'on devrait garder une petite gêne puis se dire, faut trouver les coupables. Oui, puis après ça, comprendre leur motivation. Oui, comprendre leur motivation. C'est peut-être juste des gens qui veulent faire du trouble. C'est peut-être des tatas dans tous les cas. C'est peut-être juste des tatas, mais c'est peut-être aussi des tatas écologistes. C'est peut-être, oui, il y a aussi des tatas, il y en a dans tous les domaines. Il y a tellement de sortes de tatas. Tout savoir en 24 minutes. Après avoir parlé de ce projet d'identité numérique, parlons de d'autres dépenses inutiles qui ont été réalisées. Tu ne parleras pas de l'Office de consultation de Montréal. Moi, je ne me peux plus par rapport à cette place. Moi, je te ferme ça. Là. Je fais un anglicisme, mais c'est le dossier qui ne cesse de donner, je vais le dire comme ça. The gift that keeps on giving. Sincèrement... C'est pathétique, Alex. Écoute, moi, je suis citoyenne de Montréal et fière de l'être. Là. Sincèrement, j'aime ma ville. Puis des fois, j'ai l'impression que j'aime ma ville. C'est comme, même si on fait tout pour que je l'haïsse, là. Puis ça, ce genre de nouvelles-là qui fait que, puis là, il faut expliquer aux gens rapidement, fais-le don là, sur l'histoire qui vient de sortir. Oui, l'OCPM, Office de consultation publique de Montréal, on rappelle qu'ils ont été pincés par nos collègues du bureau d'enquête de Québécois qui se sont mis sur le cas de leurs dépenses, se sont rendus compte qu'on dépensait des dizaines de milliers de dollars en voyage, en restaurant, en écouteurs de luxe, en bouteilles de vin, tout ça pour à peu près aucun résultat. On n'expliquait pas les voyages à l'étranger, ça avait servi à quoi. On n'expliquait pas les soupers servaient à quoi. Mais on dépensait à grands frais. Depuis ce temps-là, beaucoup de gens ont perdu leur poste, ont dû quitter. Dont la numéro 2 de la Ville de Montréal. Dominique Olivier, qui était rendu présidente du comité exécutif et qui poursuit nos collègues journalistes pour 1,7 million de dollars en disant que elle avait une réputation impeccable et maintenant qu'ils ont révélé la vérité, sa réputation est plus si bonne. Et donc, elle poursuit. Voilà. Et maintenant, et on a découvert d'autres choses. On a découvert d'autres choses. 72 000 $ et plus, c'est ce qui a été dépensé pour un site Internet, un nouveau site Internet pour l'OCPM, qui finalement n'est pas nécessaire, puis qui verra sûrement jamais le jour. Donc, on a dépensé encore une fois dans le numérique, là, 72 000 $ pour un site Internet. Le pire dans cette histoire-là, révélé par le bureau d'enquête Journal, c'est que, d'accord, tu sais, à la rigueur, tu peux dire, on avait vraiment besoin d'un site Internet parce que X raison. Normalement, c'est supposé quand même être approuvé, ce genre de dépenses-là. Et comme c'est quand même un organisme qui est relié à la Ville de Montréal, il y a des règles d'octroi de contrat. Et là, moi, c'est ça qui me gosse le plus, c'est que ils ont fait fi de ces règles et s'il n'y avait pas eu des journalistes, on ne saurait pas que ce contrat-là a été donné, on ne sait pas à qui. Là. En fait, ce qui est encore plus drôle. Moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça vraiment, là, c'est l'argent des contribuables de Montréal. Après ça, ils vont couper le nombre de poubelles qu'ils nous ramassent, puis là, ils vont dire, là, on ne tombe plus. Puis les taxes municipales vont augmenter de 237 $. Ils vont nous charger l'eau, puis... Écoute, non. Okay, ça ne fait pas. Disons, encore plus drôle, je vais changer mon terme pour dire encore plus tragique dans ce dossier-là. Encore plus fâchant. Encore plus frustrant. Voilà. Là-dedans, c'est que c'est même pas qu'ils ont fait fi des règles d'octroi de contrats publics. Parce que dans à peu près tous les organismes publics ou presque au Québec, dès qu'on a une dépense, un contrat de plus de 25 000 $, on doit le rendre public. Exact. Sauf que l'OCPM, eux, ont décidé de se doter de leurs propres règles à eux qui sont moins strictes que celles de la Ville de Montréal. Parce que sont dans un statut à part. Ben oui. C'est comme un para-municipal, mettons. Un para-municipal et encore plus poussé dans ce dossier-là, c'est les textos qui ont été trouvés parce que on a fait des demandes d'accès à l'information du côté de nos collègues du bureau d'enquête et on reçoit des textos qui ont lieu entre Mme Grenier et Mme Beaulieu puis qui s'échangent, là, Monsieur Grenier, pardonne-moi, et Mme Beaulieu qui s'échangent, eux, à l'époque, les textos. Et là, elle a dit, on met tout ça sur la glace à cause de J.E. puis de
Québécois. Ouais, on s'entend que c'est à cause de Québécois. Ouais, genre. entendons-nous pour dire que c'est à cause de Québécois. Fait que on s'est fait prendre la main dans le pot à biscuits, c'est de la faute des journalistes. C'est pas de notre faute à nous. On a bien dépensé, mais c'est de la faute des journalistes qu'on doit tabletter un très beau site Internet qui a coûté une fortune. Moi, j'en reviens pas des fois du sans-gêne de certaines personnes. Ah ouais, c'est vraiment un culot, hein, je pense, dans ce dossier-là. Actualité. Étrange histoire à Montréal, très étrange. Il n'y a pas d'enquête qui est ouverte encore, mais la police sont quand même en train de recueillir des témoignages concernant un événement survenu dans le quartier Hansik pendant la fin de semaine. C'est des citoyens qui se sont fait réveiller en pleine nuit alors qu'il y avait 2 femmes pieds nus qui allaient cogner aux portes d'à peu près tous les résidents du même quartier vers 3 heures du matin. Et là, cogne, dans un des témoignages, on explique qu'elles sont même en train de pleurer devant la porte, nu-pieds. Puis que là, à la seconde où lui fait du bruit, ouvre la porte, arrête de pleurer, déguerpisse, nu-pieds comme ça. Puis là, les citoyens qui, eux, ont répondu, disent, ils s'en vont extrêmement vite, c'est bien bizarre. Mais ceux qui n'ont pas répondu rapportent que ils ont perdu des choses. Ils se seraient fait voler des objets sur leur terrain. Un témoignage également qui vient de quelqu'un qui explique qu'on aurait tenté de voler sa voiture. Les 2 femmes avec 2 autres hommes, 2 autres complices qui seraient venus, auraient tenté d'ouvrir les portes de la voiture, auraient allumé ses lumières dehors, ça aurait fait fuir l'espèce de quatuor insolite dans cette histoire-là. Mais surtout, le drôle de modus operandi de femmes pleureuses nu-pieds dans le quartier. Comme je l'ai dit pour l'instant, pas d'enquête du côté du SPVM, mais on est quand même à l'étape de recueillir des témoignages puis voir qu'est-ce qui pourrait aller par la suite, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite pour rassurer les résidents du quartier? Parce que je t'avoue, puis ils ont sonné à plein de portes comme ça? Oui, cogner, sonner à plein de portes. Ah ouais. Ça semblait être vraiment le modus operandi de voir est-ce que quelqu'un les là... gens sont là ou sont pas là? Ils sont pas là, Ouais. on se met à voler des affaires. Ça semble être le motif. Pour l'instant, comme je dis, pas d'accusation déposée ou quoi que ce soit. Mais étrange histoire, là, il y a de ces criminels dans la vie qui ont des surnoms, des épitaphes absolument ahurissantes. Là, c'est les voleuses à pieds nus. Les voleuses aux pieds nus, un peu moins glamour quand même. Oui. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Mais oublions les voleuses parce qu'il y a un dossier beaucoup plus pressant à Latuc en ce moment. La municipalité qui est aux prises avec une invasion de lapins. Écoute. Quelle histoire, Après les faisans et les cerfs de Virginie, là, c'est les lapins. Ouais, les dindes sauvages et Ouais. autres. Là, c'est une centaine de lapins dans le secteur de Lacroche, à Latuc, qui sont en train de déranger le voisinage. Là, qui disent On parle de combien de lapins? Là? on dit au moins une bonne centaine qui sont en train de se promener dans le quartier, oui, puis qui mangent absolument tout, hein, ce qu'il y a, tous les potagers des gens, les plantes, les fleurs, etc. Puis là, la municipalité a reçu toutes sortes de plaintes. Puis je sais que ça a l'air rigolo. Je dis pas des gros lièvres, c'est vraiment des petits lapins. C'est des petits lapins? Des Quelle petits couleur? lapins, exact. Ouais, là, de toutes les couleurs, j'ose croire. Des Mais là, lapins, tu sais que ça se reproduit vite. ben, c'est exactement le problème. C'est parce ça, que, c'est comme- parce que la théorie de la ville, pour l'instant, c'est qu'il y a dû avoir des gens qui ont remis en liberté des lapins de compagnie. Oui. Et qui, Au eux, moins se 2. seraient multipliés par la suite. Oui. Ouais, parce que on se comprend, ça prend même Ouais. pas quelques jours, je pense, à la ça va femelle vite. lapin Ouais. après sa gestation pour pouvoir procréer à nouveau puis recommencer une nouvelle portée de petits lapinaux. Donc, c'est drôle de problème, là. Heureusement, rassurez-vous, on s'en va pas abattre avec le trappeur, là. Ces lapins, on veut déposer des cages pour être capable de les capturer puis voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, À Latuc. à Latuc. Ouais, de tous les endroits au Québec, là, c'est quand même dans le bois. Là, on a quand même beaucoup de nature autour de Latuc. Il pourrait y avoir toutes sortes de créatures des bois, mais c'est des lapins qui terrorisent les gens. Économie. C'est une drôle de nouvelle économique, me direz-vous, mais c'est quand Économique même... ou judiciaire ou criminelle ou Parce- policière? C'est pas mal de cash qui a été Ouais. brassé ce matin parce que les policiers ont perquisitionné une résidence de La Salle qui appartient à Giuseppe Arcoracci, qui est un proche du crime organisé, reconnu pour avoir trempé, oui, dans la mafia italienne, mais aussi le crime organisé irlandais, serait très, très discret puis aiderait là toutes sortes de criminels dans ses activités. Et là, chez lui, c'est la perquisition elle-même, là, ce qu'on a saisi qui vient vraiment frapper l'imaginaire parce que en plus de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne, des dizaines de kilos, là, c'est de la cocaïne pas mal.
au-dessus de 2 millions de dollars en argent comptant qui se trouvait chez l'homme. Là. Puis, ça aussi, c'est dur à imaginer, là, mais une liasse de billets, c'est beaucoup. 2 millions de dollars comme ça en comptant qui ont été retrouvés sur place. Et fait plus étonnant, M. Arcoraci lui-même n'a pas été arrêté. Donc, on a saisi tout ça chez lui, une dizaine d'arbres prohibés également, mais c'était juste une perquisition, pas d'arrestation pour l'instant. Je sais pas ce que ça fait là. Je sais pas. Merci d'enlever ça de son mes bras, les boys. Je savais pas quoi faire avec tout ça. Non, je viens de le découvrir. Quelle gentillesse de la part des forces de l'ordre à la salle. Bref, on fait des blagues, mais on sait que quand les policiers font ce genre de choses-là, très souvent, il y a un deuxième objectif là, derrière. Ouais. Donc, on va laisser les policiers travailler, mais 2 millions de dollars comptant, ça frappe l'imaginaire. Le Monde. On savait déjà qu'un procès avec Donald Trump, l'ancien président américain, pourrait ressembler un peu à de la télé-réalité. C'est divertissant. Mais jamais autant qu'aujourd'hui, sincèrement, alors qu'on a eu le témoignage de l'une des principales intéressées dans cette affaire-là. Stormy Daniels. Stormy Daniels elle-même, de son vrai nom Stephanie Clifford, cette ancienne star du X qui est celle qui a reçu de l'argent ou aurait reçu de l'argent de la part là, de M. Trump et de ses associés pour qu'elle se taise par rapport à une relation sexuelle qu'elle aurait eue avec le milliardaire pendant qu'il était déjà là, avec Melania Trump et qu'elle était même enceinte d'un de ses enfants. Et là, aujourd'hui, le témoignage de Mme Daniels, c'était le témoignage sur la relation sexuelle elle-même. Là. Et elle ne s'est pas gênée pour aller raconter tout ça. Elle était nerveuse en cours, surtout parce que les avocats de M. Trump ont tenté là, à plusieurs reprises de faire annuler son témoignage, que le juge a refusé. Ont même tenté d'invalider le procès au complet en disant qu'un témoignage comme ça venait trop heurter la réputation de leur client. Ça a été balayé aussi par le juge. Et elle a raconté là, la journée de 2006, parce que c'est là que ça remonte, où elle était en visite, un club de golf. Il y avait une compétition de golf, rencontre Donald Trump, jase un peu avec elle. Puis là, il y a un membre de sa sécurité, à M. Trump, qui va la voir, lui dit « Ah, il aimerait beaucoup souper avec vous ». Bon, elle s'en va le rejoindre dans une suite. Et finalement, quand elle ressort là, d'une pièce, il est sur place, nu, flambant nu sur le lit. Elle dit, bon, j'ai fini par coucher avec, sans préservatif. Je l'ai regretté. J'en ai pas parlé beaucoup à grand monde par la suite. Sans protection? Sans protection, mais des détails. Là, on les a reçus dans le témoignage, donc je ne fais que mon devoir avec les détails scabreux. Mais il explique même que, elle explique qu'avant la relation sexuelle, elle aurait vu une photo de Melania Trump, puis elle aurait dit, elle est très belle, votre femme. Puis lui a répondu, on dort même pas dans la même chambre, vous savez, on fait chambre à part. Non, vraiment, des détails qui sont assez solides, merci, là, qui ont été racontés aujourd'hui. Témoignage donc qui sera retenu, puis qui ne viendra pas là, impacter là, le reste de la marche à suivre du procès, hormis ce que les jurys ont entendu, puis pourront juger par la suite. Mais comme je le dis, là, ça tient plus que du occupation double, on dirait, que du procès sérieux pour un ex-président américain. Mais c'est ça qui est fascinant. Ça l'est. Et sincèrement, puis il se représente, tu comprends, c'est comme... Il se représente et il y a d'excellentes chances de gagner. Et il y a d'excellentes chances de gagner. Il y a des gens, qui, de toute façon, seront même pas influencés par le procès, par l'issue du procès ou... Qui ne le sont déjà pas. Non, tout à fait. Pour il y a son électorat, puis cet électorat-là bouge pas. Oui, puis ils sont convaincus, comme le dit et redit M. Trump, que c'est un procès monté contre lui de toutes pièces, que les jurys là, sont déjà choisis d'avance parmi des démocrates. Va continuer à relater toutes sortes de mensonges comme ça. Mais bon, ce sera quand même aux jurys d'en décider, quoique, théoriquement, il n'y a rien qui empêche un président en prison de courir une campagne électorale, Isabelle. Ça, c'est spécial, hein? C'est spécial, mais théoriquement, même ça pourrait ne pas l'empêcher de continuer sa course.